Je suis Bonassao, je suis professeur à l'Académie Frank Roper, je suis professeur de Pencak Silat. Et je me permets de faire cette vidéo-là pour aussi témoigner un peu en vidéo de qui est Franck par rapport à mes affinités avec lui. Puisque c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal d'histoires concernant Franck, des clashs entre lui, l'univers de la self-défense, du MMA, etc. Donc pour moi, il était intéressant de clarifier les choses et surtout donner mon avis par rapport à tout ça. Donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc moi, j'ai pratiqué les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans. Donc j'ai commencé par le taekwondo. J'ai pratiqué durant 8-9 ans environ. Ensuite, j'ai eu une période de pause où je me suis focalisé sur la préparation physique, tout ce qui est musculation. Puis ensuite, je suis revenu en fait à ma passion qui était les arts martiaux. Je commence alors le Pencak Silat en 2008. Durant ces années-là de pratique, donc j'étais quelqu'un d'assez déterminé, passionné vraiment, où là j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup de façon très intensive. Et en 2012, j'ai commencé à donner mes premiers cours de Pencak Silat à l'Académie Frank. Alors à cette époque-là, en fait, le Pencak c'était pas du tout connu, donc c'était vraiment quelque chose qui était très exotique. Hein, vraiment, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui connaissaient le Pencak. Surtout, quand je parle de tout le monde, c'est le grand public. Hein, ça n'a pas du tout la même notoriété qu'aujourd'hui. Donc à cette époque-là, en fait, Franck avait déjà une belle notoriété dans le monde des arts martiaux. Hein. C'était quelqu'un qui était très respecté. D'ailleurs, je vous invite vraiment, avant de le critiquer, de regarder ce qu'il a fait, par exemple au Festival des arts martiaux. Donc je vous invite à taper sur Google, sur YouTube, Frank Ropers Bercy 2004 et 2006. Et à cette époque-là, en fait, moi, quand j'ai commencé le Pencak, Franck avait déjà fait des DVD. Donc, il avait fait des DVD, mais il avait en fait l'intention de les refaire, d'accord, et d'élargir en fait sa gamme de DVD. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Donc, j'ai travaillé sur les jaquettes de DVD. Donc, j'ai refait en fait toutes les jaquettes de DVD et le graphisme. Et j'ai également participé à quelques-unes de ces vidéos. Ensuite, à partir de là, il y a eu toute une mécanique qui s'est mise en place et de fil en aiguille, Franck a commencé à se mettre sur YouTube. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est de voir que le Pencak n'était pas connu avant lui, enfin avant la période YouTube, et à partir de YouTube, on a pu voir en fait un développement très significatif du Pencak Silat. Alors maintenant, je vais répondre à une question qui est est-ce que Franck est un businessman? Alors, oui, Franck est un businessman, mais est-ce un tort de faire aujourd'hui du business? Je pense que non. Quand on a une société, on est obligé de la faire fonctionner. D'accord? C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et pour que ça fonctionne, on est obligé de faire du business. D'accord? Les commerçants font du business, les agences de publicité, les marques font du business. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal quand on veut que sa société fonctionne. Ensuite, il est souvent critiqué sur le fait de vendre des programmes. Ok, il vend des programmes de Pencak Silat, de sport, etc. Mais en aucun cas, il vous force à les acheter. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes tous assez conscients et adultes pour réagir tel que je vois un produit, ça m'intéresse, je l'achète. Je vois un produit, ça m'intéresse pas, je ne l'achète pas. Donc pourquoi toujours s'acharner sur des choses qui ne vous intéressent pas? Dans ce cas-là, c'est exactement la même chose à la télé. Vous voyez, il y a des publicités qui nous vantent voilà, des produits à consommer. Mais ces produits-là, ils ne sont même pas bons pour la santé. Et pourtant, on regarde et on ne dit rien. Mais dans ce cas-là, réagissez pour ça aussi alors. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'attaque toujours à ce que fait Franck, tout simplement parce qu'il a marketé, il a contribué à marketer le Pencak d'une certaine façon, mais alors, d'autant plus, il est critiqué sur ses vidéos, le fait de faire des vidéos avec des techniques de Pencak, etc., ou de self-défense. Mais YouTube, aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est un outil qui est tout simplement le prolongement logique des supports qui sont devenus obsolètes. D'accord? À l'époque, on regardait des magazines comme Karate Bushido, par exemple, où en fait, on avait des techniques qui étaient présentées par des champions. Voilà, sur direct du gauche, direct droit, etc., comment faire, quoi faire. Mais aujourd'hui,
le support papier, qui de toute façon tend à disparaître, a été remplacé par la vidéo. Et YouTube, l'avantage de YouTube, c'est de pouvoir offrir, donner accès à tout le monde, à des connaissances que les gens n'ont peut-être pas forcément accès au premier abord. Idem, on parle souvent, on le critique sur des programmes, le fait de donner voilà, des programmes, de vendre des programmes, que ce soit de musculation ou de self-défense, etc. Mais si vous regardez bien, ce business-là, c'est quelque chose que tous les influenceurs font, plus ou moins. D'accord? N'oubliez pas une chose, c'est que les gens, parfois certains influenceurs, même vont vous vendre des produits, d'accord? Parce que eux sont payés pour vous vendre ce produit. Alors que ce produit-là, ça se trouve, c'est même pas des produits de qualité. Même eux-mêmes n'y croient pas. Mais comme ils sont payés, eh bien ils vont se dire, voilà, je vous vends tel produit, j'aime ce produit. Alors eux vous mentent. D'accord? Alors que Franck, lui, vend son produit, il l'assume, d'accord? Il l'assume complètement. Et rien que ça, cette démarche-là, elle est beaucoup plus valorisante pour l'être, pour lui-même, que quelqu'un qui va vous mentir et vous vendre des faux programmes ou des faux produits. Et d'ailleurs, c'est comme les gens qui font de la muscu et qui vont vous vendre des programmes sportifs en vous disant oui, faites ça, faites ci, faites ça, faites ça pour devenir comme moi, alors que c'est des gens qui sont chargés, qui sont dopés. Déjà, pour clarifier les choses, à aucun moment j'ai entendu Franck, depuis que je pratique le penchak, à aucun moment j'ai entendu Franck prétendre que le penchak est meilleur que le MMA ou n'importe quel autre style. Jamais, puisque ce n'est pas du tout le cas. Ok? Donc ça, c'est quelque chose, vraiment j'insiste, hein, Franck n'a jamais, jamais, jamais dit que nous étions meilleurs que les autres. Et ça, loin de là. Ensuite, quand on parle de self-défense, c'est pour moi un concept. C'est-à-dire que self-défense, ça veut dire se protéger. Se protéger, c'est la base et l'essence même de tous les arts martiaux. Donc dans ce cas-là, tous les arts martiaux restent de la self-défense. Sauf qu'il y en a qui sont plus avec des volets traditionnels, mais je pense que tous les arts martiaux sont de la self-défense, puisque tous les arts martiaux ont pour vocation de vous protéger. Qu'à l'époque, lorsque j'ai commencé le penchak, il y avait, enfin dans nos cours, c'est qu'il y avait énormément de pratiquants de divers styles. Il y avait des mecs qui venaient de la boxe thaï, il y avait des boxeurs, il y avait des lutteurs, et tous venaient justement dans les cours de Franck pour récupérer justement des éléments, des techniques, etc. Aujourd'hui, quand on parle d'efficacité, il n'est plus question de dire que tel style est meilleur qu'un autre, puisqu'en fait c'est faux. C'est l'individu même qui fera la différence. C'est l'individu qui aura l'intelligence d'esprit de prendre les meilleurs éléments un peu partout, qui sera en fait le plus efficace par rapport à ce que lui recherche. Quand on parle de MMA, ce qui veut dire Mix Martial Art, c'est un mix en fait de divers arts martiaux. Donc quand on critique les arts martiaux, etc., la self-défense, encore une fois, quand je parle de self-défense, au final, la self-défense, c'est tous les arts martiaux. Pour moi, c'est tous les arts martiaux. Mais quand on critique cela, mais est-ce que c'est vraiment une preuve d'intelligence? Puisque le MMA puise dans des techniques de judo, jiu-jitsu, boxe thaï, etc., etc. Alors que le judo même, est-ce que c'est la discipline dont on va penser en premier pour apprendre à se défendre dans la rue? Ça, je vous pose la question. Alors que le MMA récupère des techniques de judo et de jiu-jitsu. Et puis quand on parle d'efficacité de la boxe pied-point, mais tout le monde est d'accord pour dire que la base, c'est le pied-point. Ça, c'est une évidence. On n'a jamais prétendu que le pied-point était une partie secondaire. Non, c'est la base. Nous, ce qu'on enseigne au penchak, déjà, c'est l'aspect art martial, mais dans cet aspect art martial, il y a des choses qui sont exploitables sur des applications qui sont vraiment plus axées sur
de la défense personnelle immédiate en milieu urbain. Voilà, il y a des choses qui sont utilisables. Quand je vous dis des choses utilisables, c'est pas forcément faire 5 coups de pied, etc. Non, pas du tout. Mais peut-être que frapper à la gorge, frapper dans les parties génitales, frapper dans les genoux, des choses comme ça, c'est des choses qui sont utilisables. Bien évidemment, il y en a plein qui vont dire oui, ça ne marche pas, etc. Mais ces personnes-là, c'est des personnes en fait qui n'ont jamais en fait vécu ce genre de choses-là. Ce sont des personnes qui vont parler, mais c'est un peu comme celui qui regarde un match de foot et qui va crier « Oh, bah moi j'aurais dribblé ». Bah ok, c'est bien de dire « Oui, j'aurais dribblé, j'aurais marqué ». Mais en vrai, est-ce que tu serais vraiment capable de le faire? Donc souvent, moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on nous dit « Voilà, les gens de la self-défense, vous êtes sectaires, etc. » Mais avec du recul, on nous dit ça, mais j'ai l'impression que c'est plus ceux qui nous disent ça qui sont sectaires. Puisque nous, on revendique aussi le fait du partage. Le partage. On dit à nos élèves, on dit à nos professeurs, etc., prenez, puisez à gauche, à droite, tout ce qui est intéressant pour vous, puisez-le. Peu importe les disciplines, ça peut être de la relaxation, etc., mais tout. Alors que vous, j'ai l'impression que les gens pratiquant, ou qui sont contre la self-défense, sont plutôt, nous on pratique ça, et c'est le meilleur, c'est le condensé de tout ça. Mais dans ce cas-là, cela reflète plus l'attitude, une attitude sectaire, plus que d'ouverture. Au final, YouTube reste quand même une plateforme de divertissement. Donc, qu'est-ce qui est le plus mytho entre les techniques de self-défense et des films, par exemple, de Bruce Lee, de Jackie Chan, etc. Parce que mine de rien, certains films de combat ont donné des vocations pour des gens, pour pratiquer la discipline. Mais ça veut dire que quand on voit des films où Jackie Chan, Bruce Lee, peu importe, se battent et brisent 10 adversaires autour d'eux, mais est-ce que ça veut dire que ça, vous serez capable de le faire aussi parce que vous pratiquez la discipline de Jackie Chan ou de Bruce Lee? Ben, je suis pas sûr. Donc pareil, c'est encore une fois du mensonge. Donc il faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça et avoir un esprit de conscience et se dire oui, ok, je regarde ça soit au premier degré, soit au deuxième degré. Mais ça, c'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, je remarque aujourd'hui que sur YouTube, tout le monde se prétend expert en combat. D'accord? C'est-à-dire que je vois des youtubeurs, parfois des jeunes ou des moins jeunes, qui se permettent de donner des critiques, de dire oui, moi j'aurais fait comme ça, comme ci, comme ça. Mais eux, c'est que de la vitrine. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien vu d'eux sur Internet, on n'a jamais rien vu de leurs capacités, et pourtant, ils sont là, ils se permettent de dire oui, moi j'aurais fait ci, oui, ça c'est du mensonge, etc. Mais prouvez-vous comment vous êtes. Si c'est pour donner des conseils, mais pour avoir les genoux qui cognent quand vous donnez un coup de poing, je suis bien curieux de voir ça, quoi. Donc aujourd'hui, on est quand même face à une société qui est très voyeur. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde a envie de voir du clash. Et c'est ça qui est triste, c'est-à-dire que personne n'est là pour se tirer vers le haut, mais tout le monde est là pour se divertir et voir des gens s'embrouiller avec d'autres personnes. Mais en plus, ce qui me révolte dans tout ça, c'est que ces mêmes gens qui poussent les gens au clash, mais lorsque c'est eux-mêmes qui sont impliqués dans des embrouilles, c'est les premiers à partir en courant. Il y a une partie de gens qui sont contre la self-défense. Ils ont le droit, ils ont entièrement le droit, et c'est le droit de chacun d'avoir son avis. On n'est pas du tout là pour dire non, nous sommes dans la vérité. Non, pas du tout. Sauf que dans cette partie-là, il y a des gens qui viennent envenimer le débat. Et ces gens-là n'ont pas forcément conscience d'eux-mêmes, puisque souvent c'est des gens qui vont pousser les gens à se battre l'un contre les autres, mais c'est des gens qui, eux-mêmes, dans leur individualité, sont des lâches. C'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui sont là que pour mettre de l'huile sur le feu. Mais lorsque eux sont jetés dans ces flammes-là, c'est les premiers à demander pitié, à demander pardon. Beaucoup sont également des moutons qui répètent tout bêtement ce que les gens disent, sans se faire leur propre opinion. C'est-à-dire que
Une personne, alors moi j'ai même un exemple, c'est qu'un jour j'ai vu dans un commentaire une personne répéter exactement la même phrase que ce qu'un youtubeur avait dit. Mais je me suis dit, mais c'est un exemple de débilité. C'est son exemple, c'est reprendre cette phrase-là, mais sans forcément avoir l'intelligence d'aller chercher la source, d'aller chercher vraiment la vérité, de se donner en fait, de se créer sa propre opinion. Encore une fois, hein, je précise qu'on nous dit sectaire, mais moi je vous donne un exemple. Là où je donne mes cours, il y a 3 autres disciplines qui donnent cours en même temps que moi. D'accord? Donc il y a le Krav Maga, le grappling et le Viet Vo Dao. Pour information, moi ça m'arrive régulièrement voilà, de proposer à ces disciplines-là de se faire un échange interdiscipline. Pourquoi? Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'ouverture. Ok, c'est des choses, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous ne prétendons pas être les meilleurs. C'est pourquoi nous avons envie, nous avons l'ouverture d'esprit de vouloir acquérir des nouvelles choses. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle moi je sollicite parfois le prof du Krav Maga, le professeur de grappling de Viet Vo Dao, de faire un échange, c'est-à-dire que nous montrons, nous, des aspects de ce que nous savons faire, et eux nous montrent voilà, des techniques. Alors peu importe que ce soit réalisable ou pas réalisable, on s'en fiche, mais on a cet esprit d'ouverture. Par exemple, le Viet Vo Dao qui est venu justement nous montrer des techniques, et bien évidemment, il y a des coups de pied qui ne sont pas possibles de faire. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est voir, apprendre. Il y a la curiosité. C'est ah, ce mouvement, on l'a jamais fait. Peut-être qu'en faisant ce mouvement-là, ça va nous débloquer autre chose. Et c'est ça, en fait, qu'on recherche. C'est vraiment cet échange, cette ouverture d'esprit. On n'est pas là à dire oui, nous, on est les meilleurs, les autres sont nuls. Et donc, dans ce cas-là, on n'a rien à apprendre des autres. Non, en plus de ça, c'est quelle image vous allez rejeter, vous allez projeter aux gens qui sont curieux de venir dans vos disciplines. Donc, sur YouTube, c'est pas mal diversifié, donc avec différents aspects, donc les arts martiaux, la self-défense, enfin, la musculation et le développement personnel. Déjà, il y a une chose qui est pour moi intéressant d'évoquer, c'est l'aspect développement personnel. Le développement personnel, je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec la pratique des arts martiaux, puisque au-delà de l'aspect technique, puisque je sais que certains sont très focus sur la technique et font abstraction de l'aspect vraiment spirituel des arts martiaux, je pense que, en quelque sorte, le développement personnel est un prolongement aussi de la pratique des arts martiaux. Mais pour revenir donc à Franck sur l'aspect musculation, alors souvent il est critiqué par rapport à ce qu'il présente, ses techniques, etc. Mais je tiens quand même à témoigner d'une chose, c'est que Franck, il y a maintenant une dizaine d'années, moi je m'en souviens, hein, quand j'avais commencé le Pencak Silat, nous parlait déjà d'une méthode qui était le CrossFit. D'accord? Donc lui nous parlait de sa méthode d'entraînement, donc à l'époque je me souviens qu'il s'entraînait, méthode CrossFit, etc. Et ça, c'était bien avant que le CrossFit se soit popularisé en France. C'était bien avant l'ouverture de la première box de CrossFit sur Paris. Ça témoigne aussi du fait que Franck a toujours été en recherche de nouvelles choses. Et ça, vraiment, à cette époque-là, les gens étaient vraiment très focus sur des entraînements classiques, etc. Et moi, je me souviens que autour de moi, personne parlait de CrossFit. Et la seule personne qui me parlait de CrossFit, c'était Franck. Pareil pour les kettlebells, pas de ça. Mais le kettlebell, j'en ai rarement vu dans des salles de sport. Enfin, c'était quelque chose, même les gens, j'en voyais même pas dans les boutiques Go Sport, etc. Enfin, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il est attaqué de tous les côtés, alors que c'est quelqu'un qui a constamment travaillé, qui a constamment cherché à innover des choses. YouTube, je vois souvent des commentaires qui sont hyper irrespectueux. Hyper irrespectueux. Ces personnes-là manquent de respect à quelqu'un qui a plus de 50 ans. Franck, il a plus de 50 ans. D'accord? Il pourrait être le père de certains d'entre vous. Et parmi vous, il y a des gens qui le critiquent sauvagement
j'ai envie de dire, mais attendez, c'est un ancien. Et ces valeurs de respect, j'ai l'impression qu'elles se perdent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai une question. Tout le monde critique Franck, etc. Mais vous, votre père, est-ce que votre père, qui a peut-être le même âge que Franck, a son physique? Est-ce que votre père est capable de faire ce que lui fait? Je suis pas sûr. Même vous, certains d'entre vous peut-être, n'ont même pas la condition physique de Franck, alors qu'il a plus de 50 ans. Donc avant de critiquer, puisque c'est tellement facile, mais regardez autour de vous. Regardez si dans votre entourage, il y a des gens qui sont aussi en forme et des gens qui cherchent constamment à progresser. Je suis pas sûr. Puisque tout le monde critique Franck en disant que c'est un gourou, etc. Donc moi, je vais vous témoigner de voilà, ce que m'a apporté Franck également au sein de l'académie. Je pense que Franck a pris énormément de risques pour développer le Pencak-Silat. Et c'est indéniable que les gens aujourd'hui, s'ils connaissent le Pencak-Silat, c'est grâce au travail de Franck. Tout simplement parce qu'il a pris des risques sur YouTube. Il s'est exposé. Et on sait très bien que lorsqu'on s'expose, forcément, on est une cible facile aux critiques. Cependant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Franck a énormément contribué au Pencak et à l'académie. Moi, j'ai eu la chance de participer au festival de Paris-Bercy. D'accord? Donc, en gros, le festival des arts martiaux de Bercy, c'était à l'époque, hein, c'est des choses qu'on regarde, voilà, on regarde à la télé, c'est un événement, l'événement de l'année où en fait plusieurs disciplines viennent présenter leur technique, etc. Donc, moi, j'ai eu cette chance immense de pouvoir participer à ce spectacle-là en 2014. Je regarde juste mes notes. En 2013, pardon, en 2013. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour un pratiquant, monter sur un tatami avec plusieurs milliers de personnes devant vous qui vous regardent, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Et alors, beaucoup, ils diront, oui, mais c'est rien, c'est une démonstration. Oui, c'est une démonstration, effectivement. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a la chance et l'honneur de représenter à sa propre échelle, hein, à sa propre échelle, c'est de représenter son académie. Représenter d'une façon le Pencak-Silat. Et c'est ça, en fait. C'est cet honneur-là qu'il faut prendre conscience. Et moi, j'ai eu cet honneur-là. Franck m'a donné cette opportunité de participer à cette démonstration-là. En 2014 et en 2017. 2017, Franck a décidé de faire une démonstration avec plus d'une centaine d'élèves sur le tatami. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un immense cadeau pour les élèves, puisque c'est une sorte de récompense qui fait que, voilà, on offre à ces personnes-là l'opportunité de mettre le pied dans une enceinte, dans une structure qui est mondialement connue. Et ça montre encore une fois la générosité que Franck a aussi. Et qu'il aurait très bien pu faire des démonstrations seul, mais non, il décide quand même de faire participer ses élèves. Et il veut, à chaque fois qu'on a participé, il a toujours voulu nous mettre, nous, en avant, et lui se mettre en retrait. Grâce à lui, nous avons également pu participer au Festival de Cannes, lors de la sortie du film The Raid, le premier The Raid. Pareil, on a eu la chance, on était trois, donc il y avait Franck, il y avait moi et un autre professeur, François. On a eu la chance de descendre à Cannes pour présenter le Pencak-Silat en fait à des cinéastes, à un public amateur. Et pour nous, c'était une opportunité aussi de faire connaître le Pencak. Mais combien de fois dans votre vie, à notre échelle, ça peut nous arriver? C'est des choses qui sont très rares. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui donner des cours dans une structure qui est immense. Donc à l'Institut National du Judo. C'est un lieu qui est mythique, c'est un lieu magique. C'est là où s'entraînent les meilleurs judokas. Moi, j'ai la chance de donner des cours là-bas. Franck prend en charge le loyer. Il me met dans des conditions optimales pour donner des cours. Est-ce que, parmi vous, professeurs, qui faites partie d'une académie, d'une fédération, est-ce que vous avez cette chance-là
de pouvoir donner des cours sans vous soucier du loyer qu'il faut verser. Donc c'est pour ça que je vous dis que Franck est quelqu'un qui, au-delà de l'aspect business, puisque les gens aiment bien parler de business, c'est tout de même quelqu'un qui se soucie et qui a énormément contribué au développement du Penchak. Il ne faut pas oublier que avant lui, le Penchak n'était pas connu du grand public. L'académie, c'était il y a quelques années une académie qui était très courtisée par des professeurs de Penchak. À une époque, quand Franck s'est mis sur YouTube et a commencé à exploser, à avoir vraiment de la visibilité, il faut savoir qu'il y a eu énormément de demandes de professeurs qui ont demandé à être formés, à rejoindre l'académie. C'était des gens qui ont vu le travail de Franck, qui ont vu la reconnaissance et qui ont voulu profiter de cette reconnaissance. Ces gens-là, qui étaient parfois des gens issus de fédérations, on va dire concurrentes, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, Franck ne les a jamais rejetés. Il les a toujours acceptés, en leur expliquant même des conseils administratifs, etc., sur la gestion d'un club. Et ça, Franck n'a jamais fermé la porte aux gens. Et ça témoigne aussi des valeurs que Franck nous donne. C'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enseignants, nous avons un devoir. Le devoir de donner des valeurs aux gens. L'ouverture, la générosité. Comme je vous ai dit, moi je donne des cours bénévolement. D'accord? Donc, le fait d'être bénévole, bien évidemment, il y a l'entourage qui également met une pression, puisque bien évidemment, on me dit, oui, je ne suis pas payé, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ci? Alors que normalement, il devrait me payer le transport, etc. Certes, ok. Le discours n'est pas faux, mais en ayant choisi d'être bénévole, j'accepte ces conditions. Parce que ces conditions me conviennent, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui participent à des événements, par exemple des Restos du Cœur, c'est des gens qui viennent pour aider le service, par exemple, distribuer de la nourriture. C'est des gens qui sont bénévoles. C'est des gens qui ne sont pas payés. Alors qu'on pourrait leur dire, oui, mais tu peux payer. Pourquoi ne pas les payer pour le déplacement et le travail, parce qu'ils sont là-bas de 20 h à minuit, par exemple. Mais écoutez, moi, c'est la même chose. C'est du bénévolat. Et c'est quelque chose qui me convient. J'ai l'impression, j'ai ce sentiment que ce que je fais actuellement apporte du positif à mes élèves. Donc, je ne vais pas chercher à avoir quelque chose en échange. Car dans mon principe, je suis là pour donner du positif. Ensuite, on va aborder le cas des cours à distance, DVD, passage de grade. Alors souvent, voilà, Franck, on lui dit, voilà, mais les diplômes KINER, etc. Sachez que moi, j'ai passé ma ceinture noire devant un jury. D'accord? Donc c'est un jury qui était composé de Frank Ropers, Michael Ilouz, d'accord, qui était le bras droit de Frank Ropers, et des représentants de la fédération, à l'époque c'était donc la FFKDA, donc c'était à l'époque la Fédération Française de Karaté, et donc c'était quelque chose qui était officiel. J'ai participé à ce passage de grade-là, avec d'ailleurs une autre personne qui est connue, qui est Hugo Tronche. Hugo Tronche, on l'a passé donc la ceinture noire en même temps, ce même jour-là. Et d'ailleurs, pour information, Hugo Tronche, c'est quelqu'un qui est de Grenoble et qui a fait le déplacement pour venir à Paris, pour faire le passage de grade. Donc encore une fois, aucun passage de grade ne se fait par écran interposé. C'est un coup de gueule qui concerne toutes les personnes qui ont profité de la visibilité de Franck. Tous ces anciens professeurs qui étaient à l'académie et qui sont partis.
Aujourd'hui, moi, je suis scandalisé sur le fait que ces personnes-là soient venues piller, prendre des diplômes au sein de l'académie. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne sont même pas présentes pour défendre celui qui leur a tendu la main. Et je trouve ça inexcusable. Et moi, ça me fait rire tout ça. C'est que les gens ont cette faculté de se dire « je vais profiter ». Moi, j'ai vu des gens venir faire des photos, faire des selfies avec Franck. Oui, lui serrer la main. Oui, ok, on adore et tout, etc. à l'académie. Mais aujourd'hui, qui est là pour aider Franck? Qui est là pour le soutenir? Même les influenceurs qui ont de l'influence sont même pas là pour soutenir Franck. C'est des gens qui, au final, n'assument même pas. Et c'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à l'issue de cette vidéo, je vais probablement être critiqué. Mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je préfère être droit dans mes bottes et me dire que je défends les couleurs de mon club, de l'académie et surtout du Penchak. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement Franck qu'on attaque. Aujourd'hui, on attaque le Penchak. Je parle du Penchak puisque c'est ce que je connais. D'accord? Bien évidemment, il y a d'autres choses, de Krav Maga, etc. Eux aussi, je pense qu'ils sont aussi la cible de certaines attaques. Et ça, c'est inexcusable. C'est comme s'attaquer à toute l'histoire d'un art martial. Et ça, c'est pas possible. Je ne peux pas cautionner ça. Pour revenir à ces influenceurs qui soutiennent Franck. Ok, peut-être que certains soutiennent Franck en privé, en lui envoyant des messages. Pourquoi pas? Ok, mais quel est le résultat? Ok, Franck sera content. Mais aujourd'hui, Franck, ça va lui faire chaud au cœur. Très bien. Mais vous, qui avez votre visibilité, votre influence sur toute la communauté, vous n'aidez même pas Franck, vous n'aidez même pas les gens à prendre conscience d'être ouverts d'esprit. Et c'est ça qui est une honte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de l'influence et vous n'utilisez même pas cette influence pour véhiculer un message positif. Vous préférez véhiculer des messages qui vous apportent du business, puisque souvent on dit du business, on parle de business, mais vous, influenceurs, qui vous aussi vous faites du business de votre côté, lorsqu'il s'agit de véhiculer un message positif et venir en aide à quelqu'un qui était là pour vous et qui n'a jamais même dit du mal de vous, personne n'est là. Et je trouve ça scandaleux. Donc, je préfère être critiqué et être droit dans mes bottes et être celui qui, face à l'iceberg, ne quitte pas le bateau. J'ai choisi d'être à l'académie, j'ai choisi de pratiquer le Penchak, j'ai décidé, j'ai choisi d'être derrière Franck, d'être professeur au sein de l'académie Frank Ropers. Je choisis d'être là jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et je pense même que ces personnes-là, qui ont de l'influence, qui ont connu Franck, qui ont profité de lui, ou qui l'apprécient même, ces gens-là qui ont cette visibilité, vous avez aussi un devoir. C'est que quand une personne, un ancien camarade, est à terre, est-ce que vous le laissez mourir? Et je pense que ça reflète votre personnalité aussi. C'est-à-dire que ceux qui prennent des risques de couler, ok, avec le navire, eux, c'est les gens les plus braves. Par contre, ceux qui sont là à dire « Oui, je suis avec toi, Franck », mais qui n'assument pas de le dire en public, mais ça reflète votre vraie personnalité. C'est qu'au final, vous êtes simplement des lâches. Tous les anciens professeurs qui sont venus piller les diplômes, qui sont venus profiter de la notoriété. Mais dans ce cas-là, il est temps aussi de pouvoir rendre l'appareil à celui qui a contribué à ce que vous ayez un certain nombre d'élèves dans votre salle.